Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le 17 novembre prochain sera célébré le 100e anniversaire de la mort du sculpteur Auguste Rodin. Franck Ferrand nous en parlait récemment dans le cadre d'une émission sur les bourgeois de Calais. Et pour l'occasion, le Grand Palais accueille jusqu'au 31 juillet l'exposition du centenaire. Tandis que se tient au musée Rodin, même à Paris, l'exposition en scène Kieffer et Auguste Rodin. On peut signaler aussi dans cette longue liste à Nogent-sur-Marne, dans l'ancienne maison familiale des Claudel, l'ouverture le 26 mars dernier d'un musée Camille Claudel. Tout cela accompagné d'une floraison d'ouvrages et de catalogues. Mais ce n'est pas tout. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Au milieu de ce bouquet d'hommages au grand Rodin, le beau film de Jacques Doyon, présenté à Cannes en sélection officielle et qui ne sera pas le moins remarqué de cette sélection. Depuis ce matin, l'antenne d'Europe 1 s'est mise au diapason de Vincent Lindon, que je suis ravi d'accueillir dans cette émission cet après-midi. C'est un petit peu comme si Rodin lui-même nous rendait visite d'une certaine manière. Bonjour Vincent Lindon. Bonjour. Vous vous êtes identifié, on peut le dire, à ce personnage. En tout cas, ça donne l'impression. Vous avez, dans les gestes, on vous voit pétrir, si je puis dire, la glaise. Dans le regard aussi, cette espèce de regard à la fois fin et sensuel du maître. Vous avez capté tout ça. Où êtes-vous allé chercher ces références ? Alors, capté pas sur Auguste Rodin lui-même, puisqu'il n'y a pas de document cinématographique ou télévisuel. Il en existe un petit, on verra, mais qui est totalement refait. On va dire. Totalement faux, mais ça, on en parlera après. Non, je pense que c'est à travers les écrits. Pour la première fois de ma vie, j'ai travaillé autrement. J'ai été obligé de travailler autrement, et ça m'a passionné. J'ai travaillé à travers les témoignages de Rilke, de Zweig, de Rainer Maria Rilke, qui était son secrétaire à un moment, de Stefan Zweig, de Bourdelle, qui était son praticien favori, qui lui-même avait tellement de travail qu'il avait lui-même des praticiens, qui eux-mêmes avaient aussi des praticiens. Et il y a plein de petites petites informations sur Rodin. Mais le seul moyen que j'ai trouvé en fait, c'est de passer par le travail. C'est-à-dire que Jacques Doyon est un metteur en scène qui a envie de filmer des scènes pas longues, mais longuement, et non pas faire du cinéma aujourd'hui de zapping. J'ai été obligé d'apprendre à sculpter, obligé avec un plaisir fou, et donc je suis passé par la sculpture, et à un moment, eh bien, on sans le vouloir, on incarne le personnage, parce qu'on est obligé de travailler. Pour retrouver les gestes, et au passage, vous êtes devenu sculpteur. Et à partir de 15h, Clémentine Portier-Kaltenbach viendra nous faire visiter le château d'Ilette et ses environs. Oui, le château d'Ilette en Touraine, cette demeure mythique qui, dans les années 1890, a servi de cadre aux amours du maître et de Camille Claudel. Camille interprétée dans le film de Doyon par Higelin. Notez qu'aujourd'hui, exceptionnellement, Lorena Martin a réservé sa chronique à la page Facebook de l'émission pour nous permettre de recevoir le chef d'orchestre d'un album hommage à Rodin. Cette émission pleine d'artistes, j'aimerais la dédier à notre ami Adrien Goetz, habitué de cette émission et qui va faire son entrée sous la coupole. Il a été élu hier à l'Académie des Beaux-Arts. Toutes nos félicitations. Alors ne tardons pas, un autre maître nous attend. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. J'ai souvent eu l'occasion de vous parler du film étonnant réalisé pendant la Grande Guerre en 1915 par le jeune Sacha Guitry. C'était, si l'on peut dire, sa contribution à l'effort de guerre. Il est allé rencontrer tous les amis légendaires de son célèbre père. Son père, c'était le comédien Lucien Guitry, bien sûr. Il a demandé à tous ces monstres sacrés de la Belle Époque d'exercer leur art devant la caméra. Il a présenté le résultat dans une conférence intitulée « Ceux de chez nous », qui sera finalement enregistrée par Frédéric Rossif au tournant des années 50. Et on y voit Anatole France et Edmond Rostand en train d'écrire, Maître Henri Robert en train de plaider, et Camille Saint-Saëns qui dirige une symphonie. Entre parenthèses, il la dirige à vide, puisqu'en vérité, il n'avait qu'Alfred Cortot au piano pour l'accompagner. Sarah Bernard qui déclame des vers, etc. Et tout ça accompagné, bien sûr, commenté, transcendé par la voix de Sacha.
Le début du film est consacré à celui qui, parmi tous ces monstres sacrés de la Belle Époque, faisait peut-être figure de numéro 1, le grand Auguste Rodin, le père de la sculpture moderne que Sacha est allé rencontrer dans son atelier de l'hôtel Biron, à quelques pas des Invalides. Voici les premiers mots de Sacha dans cette fameuse conférence. Un jour, j'ai parlé de Rodin comme cela pendant 1 heure à l'un de mes amis. Il m'a laissé parler et au bout d'1 heure, il m'a dit « Oh, moi, tu sais, les hommes de génie, je m'en fous ». Cela m'a fait rire aussi, mais je m'obstine à croire que mon ami est idiot. D'autant plus qu'il s'est mis à critiquer Rodin, ce qui est tout bonnement insupportable. Ne pas admirer Rodin est un témoignage évident d'infériorité, et il est navrant d'avoir pour ami un être inférieur. Mais ce qui est odieux, c'est d'entendre discuter un homme de génie par un homme inférieur. D'autant plus odieux que c'est toujours le même reproche qu'on lui fait, formulé de la façon suivante. Qu'est-ce que c'est que ces femmes sans tête, ces hommes sans bras, ces mains sans hommes? Qu'est-ce que c'est que ce sculpteur qui expose des statues qui ne sont pas terminées, qui ne sont pas complètes? Oui, les gens ordinaires trouvent extraordinaire que l'on puisse exposer un corps sans tête, alors qu'ils trouvent absolument naturel qu'on expose une tête sans corps, c'est-à-dire un buste. Un buste, en effet, ne les étonne pas, et volontiers ils disent de lui comme il est vivant, bien qu'il soit aussi impossible de vivre sans corps que d'exister sans tête. Dans ceux de chez nous, on voit Rodin vivre, on le voit bouger, respirer, il est sur son perron. Sacha lance au public « Voici l'hôtel Biron, magnifique demeure vraiment digne de lui ». L'hôtel Biron que Rodin habitait et qui depuis sa mort est le musée Rodin. Auguste lui-même qui vient à notre rencontre, poursuit Sacha. À l'image, on voit Rodin effectivement descendre le perron, s'approcher de la caméra. Il ne regarde pas spécialement l'objectif d'ailleurs. Dans un instant, vous le verrez dans son atelier où il se promenait comme un fauve. Fauve, il l'était d'ailleurs. C'était le lion de ce désert où se dressaient comme autant de sphinx ses œuvres gigantesques. Mais c'était le lion diffamé. Nul homme de génie, en effet, n'a été plus bafoué, plus méprisé que lui. Il y a 30 ans, on en était à se demander si Rodin ne se moquait pas du monde avec un tel visage. Le voici travaillant de son vivant, regardez-le. Il y avait des musées Auguste Rodin en Suède, en Amérique, en Brésil, au Japon, alors qu'en France, on continuait à se demander si Rodin ne se moquait pas du monde. Il en conservait une tristesse amère, nous dit Guitry, un dégoût que rien ne pouvait atténuer. Alors, à quoi ressemble-t-il, ce Rodin, physiquement? C'est un petit homme un peu trapu, râblé, extrêmement musclé, avec le cheveu dru de plus en plus dégarni, évidemment, à mesure qu'il avance en âge, avec une somptueuse barbe roussâtre qui, avec le temps, va virer véritablement au blanc. Un homme viril, puissant, à la limite même d'une forme d'impétuosité, avec à la fois une allure très martiale, ça on peut pas douter de la virilité de Rodin, et en même temps des manières incroyablement douces. Il est né le 12 novembre 1840, 2 jours avant Claude Monet, ce que Sacha s'est empressé d'accommoder à sa sauce, vous connaissez. Il m'est arrivé, dit-il, de déjeuner un jour avec Rodin et Claude Monet. Au moment de passer à table, ils s'échangeaient des politesses. À toi, ah non, à toi, je t'en prie, non, passe le premier, je n'en ferai rien. N'oublie pas que je suis de 1840, mais moi aussi. Ah oui, mais moi je suis d'octobre, mais moi aussi. Oui, mais pardon, moi je suis du 15. Moi aussi, ils étaient nés le même jour, ces deux grands hommes. Or, je n'imagine pas qu'un tel événement ait pu jamais se produire dans aucun autre pays que le nôtre. Laissez Monet pour aujourd'hui, si vous le voulez bien, puisque nous allons maintenant approcher de Monsieur Rodin. Extrait de la bande originale du film Rodin, film de Jacques Doyon avec Vincent Lindon dans le rôle de Rodin, une musique signée Philippe Sard. Et ce film, Rodin, il est en compétition dans la sélection officielle du 70e Festival de Cannes. Ce film, vous allez pouvoir le découvrir au cinéma le 24 mai prochain. C'est un film européen. Franck Ferrand vous emmène cet après-midi sur les traces du grand sculpteur et la suite, c'est dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de la vie d'un grand sculpteur, Auguste Rodin. Alors, avant de poursuivre sa vie, son œuvre, je me pose quand même une question. C'était quoi la formation d'Auguste Rodin? Il avait fait les Beaux-Arts? Mais disons que, comme très souvent, dans ceux qui révolutionnent complètement l'art dans lequel il s'exprime, Rodin était plus ou moins un autodidacte, il faut bien le dire. Déjà à l'école, c'était pas un bon élève. Hein. C'est souvent le cas des génies. Des artistes, ils ont l'esprit trop grand, le caractère trop trempé, les mœurs trop libres.
libre peut-être pour entrer dans les cadres qu'on leur fixe. Et à l'école, le petit Auguste n'était pas très bon. Il passait son temps à faire des dessins sur ses cahiers. Ses parents s'en sont rendus compte quand même. Ils l'ont inscrit à l'école gratuite de dessin de la rue de l'école de médecine. Et là, il s'est révélé le meilleur de tous. Ça, c'est un don qu'il va falloir travailler par la suite, bien sûr. Alors, il a poussé tout à fait par hasard la porte d'une salle de cours qui n'était pas la sienne, puisque lui, il travaillait le dessin. Et voilà comment il s'est retrouvé dans un atelier où il voit des enfants en train de pétrir la glaise. Et ça, c'est la révélation. Pour la première fois, je vis de la terre glaise, racontera-t-il. Il me sembla que je montais au ciel. Je fis des morceaux séparés des bras, des têtes ou des pieds, puis j'attaquai la figure tout entière. J'ai compris l'ensemble d'un coup. Je faisais cela avec autant de facilité qu'aujourd'hui, et j'étais dans le ravissement. On a presque les larmes aux yeux, c'est formidable. Alors il va recevoir évidemment à côté de ça une formation artistique complète, leçons de peinture, passe ses après-midi au Louvre à faire des croquis comme on doit faire, il suit les cours de nu des Gobelins, il va néanmoins être refusé à l'école des Beaux-Arts, ce qui ne l'empêche pas de suivre sa propre formation. Il se forme donc, on pourrait dire, quasiment seul, en passant 20 ans à se chercher, à développer ce don qu'il a senti en lui, à chercher des emplois de toutes sortes dans des ateliers. Alors il est chez des marbriers pour faire des pierres tombales, etc. Puis un jour, il rencontre une jeune fille de 20 ans employée dans une manufacture de confection, fille de cultivateur de Haute-Marne. Elle s'appelle Rose Beuret. Ils se plaisent, c'est le début, au départ c'est une amourette dans le quartier latin, il faut imaginer ça à l'époque. Et puis ils se mettent en ménage. Elle s'est attachée à moi comme une bête, confiera Rodin des années plus tard. Et au bout d'un an, ils ont un petit garçon, Auguste, et il faut dire que jamais Rodin n'a reconnu ce fils. Entre-temps, lui, il s'est trouvé un atelier où il peut faire des travaux personnels. « Oh, mon premier atelier », dira-t-il, « je ne l'oublierai jamais, j'y ai passé de durs moments. » Et puis rapidement, il entre au service d'un maître, et le maître en question n'est pas n'importe qui, c'est Albert-Ernest Carrier de Belleuse, que tout le monde appelle Carrier-Belleuse, grand sculpteur de l'époque, qui l'emmène avec lui un peu partout, à Bruxelles notamment. Il va apprendre à ses côtés la sculpture académique, si vous voulez. Mon maître Carrier-Belleuse a passé des années à me donner des conseils, et par la suite, je lui ai tout rendu, dira Rodin, qui, après avoir en quelque sorte entièrement intégré le grand savoir académique, va essayer de s'en défaire précisément pour retrouver la force même des impulsions qui sont les siennes. Il est parti donc à Bruxelles avec l'idée de rentrer à Paris, toujours. Seulement arrive la guerre de 70, l'invasion prussienne, le siège de Paris, la Commune en 71. Sa compagne et son fils sont coincés dans Paris, et pendant longtemps, Rodin pense qu'il va réussir à faire venir la petite famille en Belgique. Finalement, c'est lui qui revient à Paris au moment de la grande exposition, la célèbre exposition internationale de 1878, qu'on a souvent tendance à prendre pour une expo universelle et qui n'en était pas tout à fait une. Alors, jusque-là, les œuvres de Rodin ne rencontrent pas vraiment de succès. Le buste en marbre de l'homme au nez cassé en 75 ne retient pas l'attention de grand monde. 2 ans plus tard, il présente une sculpture qui, elle, va faire parler, l'âge d'airain. On est là en 1877, il présente la version en bronze. Première grande œuvre, il espère que ça va le rendre célèbre. Il a fait poser un jeune soldat belge entièrement nu qui s'appelle Auguste Ney. La sculpture impressionne évidemment par son naturel. Cet homme en mouvement qui s'éveille, qui s'étire, qui a l'air incroyablement vivant. C'est ça peut-être le secret de l'œuvre de Rodin. La chair de ce garçon a l'air de respirer. La sculpture donne une impression de vie. On va accuser Rodin d'avoir fait un moulage du modèle. Vous imaginez, tellement c'est vrai tout ça. Il va devoir prouver que la qualité de sa sculpture provient bel et bien d'une étude approfondie des profils du modèle et non pas évidemment d'un moulage. Il parvient à démontrer ça grâce à des photographies. Il parvient aussi à se défendre grâce à l'intervention d'un certain nombre de ses confrères. Tout le monde dit mais oui, c'est bien lui qui a fait ça. Il a réalisé l'œuvre sans frauder. Le scandale a beaucoup éprouvé Rodin, mais disons les choses, elle lui a aussi permis de se faire connaître, n'est-ce pas, après tout, ce dont il avait besoin. L'œuvre, l'âge d'airain, va connaître un succès international, et on arrive là
à la période de la carrière de Rodin qui est un tournant en 1880. Vous savez, il va connaître un enchaînement de succès. Cette année-là, l'État lui achète sa sculpture, donc, et l'offre, et lui offre, un atelier dans le 7e arrondissement, rue de l'Université. Il va enfin pouvoir travailler vraiment tranquillement. On lui commande dans la foulée, c'est l'État qui lui commande une œuvre monumentale, La Porte de l'Enfer, à laquelle il va travailler, si je l'en crois, avec furie. C'est un travail gigantesque et qui s'inspire évidemment de l'Enfer de Dante, œuvre à laquelle il va travailler jusqu'à la fin de ses jours. Ce sera l'œuvre de sa vie d'une certaine manière. Et au moment de cette commande, en 80, Rodin, qui a environ 40 ans, il va encore lui falloir une dizaine d'années pour devenir célèbre. Rodin a conscience qu'il est en train de révolutionner la sculpture. Le penseur, le baiser, la porte de l'enfer, des sculptures ou des groupes qui vont devenir des images iconiques nourrissant notre mémoire collective. Rodin n'est pas seulement le sorcier de la glaise, et ce depuis son plus jeune âge. Il est le maître de la chair. Il est celui qui donne vie non seulement à la glaise, mais à ces corps qu'il fait naître de je ne sais quel néant ou des tréfonds d'une imagination qui ne manque pas d'une incroyable sensualité. Les œuvres de Rodin, quelle que soit la matière dans laquelle elles trouvent à s'incarner, sont habitées du souffle de la vie. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène sur les traces de Rodin avec son invité Vincent Lindon. Alors si vous avez des questions à poser sur Rodin à Franck Ferrand et Vincent Lindon, eh bien c'est le moment, n'hésitez pas. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, la page Facebook Au Cœur de l'Histoire ou bien sûr Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Rodin, ce sculpteur qui est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 avec Vincent Lindon, qui sera dans un instant votre invité. Franck Ferrand, alors on continue de découvrir. Il s'impatiente beaucoup, je dois dire. Il est là, vous le verriez, il bouge sur sa chaise et il vit un véritable supplice de Tantale. Eh bien, il va falloir encore patienter quelques minutes, Vincent Lindon, parce que nous allons continuer de découvrir la vie de l'auteur, du penseur, du baiser, de la porte de l'enfer, qui est en train de devenir un véritable grand artiste reconnu. Oui, il faut imaginer ce qu'est son atelier, que ce soit celui de Notre-Dame-des-Champs à Paris ou l'atelier de Meudon. Rodin est entouré de ses modèles, il travaille essentiellement sur des modèles vivants, et comme il sculpte beaucoup de femmes, il faut imaginer des femmes nues dans son atelier, ce qui évidemment ne va pas arranger sa réputation. En même temps, c'est un sculpteur, vous me direz. Une femme de Rodin est prise à l'immédiat moment qui précède ou suit le forfait, écrit Jean Dolent en 1912. Dans ce contexte, on est à la belle époque évidemment, société à la fois très corsetée, puis en même temps, c'est l'époque où Mata Hari rend tout le monde très congestionné avec ses grandes danses nues. Rodin fait voler en éclats les conventions bourgeoises. Il s'affranchit d'un certain nombre de tabous. Alors, il va sculpter, bien sûr, beaucoup de femmes anonymes, mais aussi, et des hommes, mais aussi des danseuses comme Loïc Fuller, comme Isadora Duncan. Dans l'atelier où ils sont ensemble, on voit Isadora Duncan danser pour lui. Il me regardait, écrira-t-elle, de ses yeux brillants sous ses paupières abaissées. Puis avec la même expression qu'il avait devant ses œuvres, il s'est approché de moi. Il passa sa main sur mon cou, sur ma poitrine, me caressa les bras, passa ses doigts sur mes hanches, sur mes jambes nues, sur mes pieds nus. Il se mit à me pétrir le corps comme une terre glaise, tandis que s'échappait de lui un souffle qui me brûlait, qui m'amollissait. Tout mon désir était de lui abandonner mon être tout entier, et je l'aurais fait avec joie si l'éducation absurde que j'avais reçue ne m'avait fait reculer, prise d'effroi. Incroyable témoignage d'Isadora Duncan. La grande aventure de la vie de Rodin, c'est Camille Claudel. Nous allons y revenir évidemment dans un instant, tout juste sortie de l'Académie Colarossi. Elle vient toquer littéralement à la porte du maître. On est au début des années 1880. Je reviendrai dans un instant avec Vincent Lindon qui s'impatiente de plus en plus sur évidemment cette aventure qui est la grande histoire de sa vie. Je lui ai montré où elle trouverait de l'or, mais l'or qu'elle trouve est bien à elle, disait Rodin,
j'ai presque envie de dire que cette simple phrase clôt le fameux débat presque interminable sur la propriété intellectuelle d'un certain nombre des œuvres du maître. Le sculpteur n'assume peut-être pas complètement leur histoire d'amour, il se montre un peu fuyant, et il demeure toujours fidèle à Rose par ailleurs. La belle artiste, cœur entier absolu, ne jugeait pas suffisante la situation de disciple aimé et admiré, écrira Judith Cladel. Elle voulait devenir l'unique objet de l'affection du maître et la compagne de sa vie intime. Ce fut alors la période des grands déchirements. Pour Camille, c'est un drame, c'est le début de la chute, de cette descente aux enfers. Vous savez, elle finira dans un total déséquilibre psychique. Elle peut rester des jours entiers chez elle, quai de Bourbon. Sans sortir, sa santé mentale va se dégrader. La famille s'inquiète, vous connaissez cette histoire. L'homme que nous montre Guitry dans Ceux de chez nous, ce bon vieillard à la mine épanouie et au regard d'une douceur presque insondable, le grand Rodin, au moment même où les caméras de Sacha Guitry le filment, doit au fond de lui couver quelque chose comme un secret, un tourment, qui, après tout, aura peut-être été l'âme, le moteur, peut-être pas de toute sa carrière, mais assurément des dernières années, de cette carrière qui n'en finit pas de fasciner le monde, surtout lorsque cette carrière se trouve rénovée, réhabilitée, lorsqu'elle se trouve réactualisée par l'incarnation. Allez Vincent Lindon, encore 1 minute et la parole est à vous. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire du génie Auguste Rodin. Si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, nous allons aller plus loin pour essayer d'en savoir plus sur cet homme avec celui qui incarne Auguste Rodin au cinéma. C'est Vincent Lindon. Auguste Rodin, c'est le film de Jacques Doyon, Rodin, qui sortira le 24 mai et qui est en compétition dans la sélection officielle du 70e Festival de Cannes. Je vous voyais bouillir sur place, Vincent Lindon. Vous aviez envie d'intervenir dans ce récit. Vous êtes un peu Rodin d'une certaine manière. Hein, mais pas que bouillir. J'étais double. J'avais très très envie d'intervenir, mais pas d'intervenir pour vous contredire. Bien au contraire. C'est parce que ce que vous racontez, et je vous fais pas de la lèche du tout, c'était passionnant, ça m'a passionné. C'est exactement ce que je pense de Rodin, et c'est formidable parce que dans votre récit, vous avez ouvert 2-3 petites portes. Alors, sur lesquelles j'avais très envie de parler. Dans lesquelles on va s'engouffrer, bien entendu. Alors, notamment, non, moi, ça a été passionnant de faire ce personnage, de l'incarner, de l'inventer. J'avais pas du tout envie de faire un mimétisme, de copier Rodin, d'essayer de voir comment il bougeait ou comment, et de ressembler à toutes les photos ou le film de Guitry dans lequel il était. D'abord parce que Rodin était extrêmement coquet, très 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 fort en communication et en publicité, et ce qui était très intéressant, il savait faire parler de lui, ça c'est sûr. Il savait très bien faire parler de lui, et la costumière du film a été obligée d'aller chercher dans les documents beaucoup beaucoup plus spécifiques, parce que les documents où il fait les photos semi-officielles, Monsieur Rodin prenait la peine avant de mettre les bonnes affaires, les bons tissus. Et elle a été regardée, elle a quelquefois été regardée au microscope et agrandissement de certaines photos pour retrouver exactement les matières, qui étaient souvent de la flanelle, des chevrons, des tweeds. Il était très très coquet, et tout ça a été couvert par sa grande blouse, donc c'était une façon de ne pas se tacher. Et le soir, quand il enlevait sa blouse, ou le soir ou au milieu de la nuit, parce qu'il travaillait quelquefois 17, 18, 19 heures de suite, il était extrêmement coquet. Et donc, moi j'ai essayé avec le metteur en scène, de faire un Rodin comme on le fantasme, comme on l'imagine. Il y a 2-3 codes qu'il fallait suivre. Il aurait été complètement idiot de faire un Rodin sans barbe et avec les cheveux longs. Non, ça évidemment. Mais à partir du moment où j'avais la barbe, ma propre barbe, ce qui était très important, parce que si le soir j'ai une fausse barbe... Oui, non, c'est pas pareil. Oui. Bah oui, c'est comme un signal, c'est comme si je me disais tous les soirs, souviens-toi Vincent que tu n'es pas Rodin. Oui. Donc c'est très important la barbe, parce que ça crée une gêne, ça crée énormément de choses, notamment quelque chose que j'ai deviné en sculptant, c'est qu'on ne peut pas s'essuyer. On a plein de terre dans la main, et comme on a la barbe, on s'essuie autrement. Là, on ne voit pas faire les gestes parce que j'ai demandé à ce qu'on coupe les caméras, parce qu'on est à la radio, et que la radio, ça doit rester un fantasme de radio. Bravo. Et j'adore ça. Mais beaucoup de choses comme ça. Et en fait, on a décidé de travailler le personnage par la sculpture. Parce qu'à un moment,
et c'est le professeur de sculpture, Hervé Manis, qui est restaurateur des œuvres de Rodin, qui est en charge de ça au musée Rodin, et qui est aussi professeur de sculpture à l'école de Tours, qui m'a dit, oui, Rodin avait une manière à lui de sculpter, mais c'est vraiment à la finalité, ce qu'on appelle comme en médecine une spécialisation, mais avant tout le monde sculpte de la même manière. Il n'y a pas 36 000 Il y a des manières. bases, forcément, il y a des gestes à accomplir. Évidemment, on ne quitte pas son modèle des yeux, jamais. Et donc, d'abord, on observe, on capte, on mémorise, et les mains sont la continuation des yeux. Il le dit dans le film, il dit mes mains font ce que mes yeux voient, et si je coupe le contact entre mes yeux et ce que je regarde, le courant est coupé et c'est foutu. C'est comme ça qu'il dessinait, c'est comme ça qu'il sculptait, c'est comme ça que généralement ils font tous. Et comment est-ce qu'il insufflait à la matière inerte cette espèce de vie qu'on ressent, cette espèce de sensualité d'après vous? Comment faisait-il, vous qui en plus vous êtes confronté à cette matière, vous qui avez tenté de sculpter pour comprendre mieux le personnage? Je pense qu'il est très 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 avant-gardiste, Rodin. Il est avant-gardiste en tout. Sa manière de vivre est avant-gardiste. Je ne porte pas de jugement, que ça soit bien ou pas bien. En 1882, avoir une maîtresse et une femme dont les deux sont au courant que l'autre existe, c'est incroyablement avant-gardiste. Ça ne vient pas à l'esprit aux gens à ce siècle-là d'avoir un trio, quasiment un trio de vie. Assumé à ce niveau. Assumé par lui en tout cas. Il va tout le temps contre les idées préconçues. Ne pas reconnaître son enfant aussi. C'est très ne pas avant-gardiste. reconnaître son enfant, ne pas épouser sa femme. Et il avait donc quelque chose d'incroyable qui lui a beaucoup servi dans l'art, c'est que il était double, Rodin. C'est quelqu'un qui, au travail, était un chef militaire d'une force incroyable, d'une détermination incroyable. J'ai notamment d'ailleurs travaillé la voix, parce qu'il y a deux voix de Rodin. Il y a celle quand il est dans son atelier, où il s'adresse à ses praticiens, à ses ouvriers, et à ses sculptures, car il leur parlait. Quand tout d'un coup, dans le film, il dit à Balzac, « Cette fois, je te tiens ». Il parlait comme ça. Et puis, dès qu'il est en public, dès qu'il a une déconvenue, dès qu'il est en face des gens de l'académie, dès qu'il est en face de sa femme, dès qu'il est en face de Camille qui crie trop fort, dès qu'il est en face de Mirbeau qui lui dit « Allez, battez-vous, Auguste Rodin, allez-y, imposez votre Balzac », alors il parlait dans sa barbe. Il marmonne de temps en temps des mots qu'on ne comprend pas très bien. C'est diffus. Il est très veule. Il a peur. Il y a deux Rodin. Il y a un homme incroyablement fort, et puis il y a un petit homme qui ne supporte pas la vague, qui ne supporte pas les remous, qui ne supporte pas le conflit. Et donc, aussi une chose qui m'a été dite et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, enfin dite, qui a été lue, il était très décevant, Rodin. Il est décevant en amitié. Il a trahi Monet plusieurs fois. Il est décevant avec Camille. Il lui promet un voyage en Italie qu'il ne va pas tenir. Il lui promet un contrat de mariage auquel il ne va absolument pas se tenir. Il promet à sa femme de l'épouser. Il ne l'épousera qu'1 an avant sa mort. Il promet de reconnaître son fils. Il ne va pas le faire. Et oui, mais vous parlez là de la vie quotidienne d'un génie. Les génies sont toujours décevants dans la vie quotidienne. Ça n'est pas là qu'il faut les voir. C'est l'albatros de Baudelaire. Mais vous avez totalement raison. C'est dans le ciel qu'il faut les voir voler. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. On ne peut pas être. Ce qui d'ailleurs me prouve que moi je ne suis pas un génie, je ne suis pas un artiste comme ça, et ça tombe très bien. C'est que c'est la preuve, quand on a une vie, qu'on est un papa à peu près normal, un époux ou un amant à peu près normal, et un homme, un citoyen à peu près normal, c'est donc qu'on n'a pas touché au génie, qu'on ne va rien inventer qui va changer l'humanité. Parce que sinon, il n'y a pas la place. Tous les très très grands sont totalement happés. Ça passe avant tout. Mais bien sûr. La beauté, on la trouve que dans le travail, et sans lui, on est foutu. Une espèce de passion de tous les instants, de l'homme éveillé, mais aussi de l'homme qui dort. Et il vit là-dedans, bien entendu. Il vit là-dedans. Il ne fait que ça, il ne pense que sculpture. Et cette histoire avec Camille, j'étais très content parce que vous avez dit 3 choses qui ont retenu mon attention. On va y venir dans un instant à Camille, bien sûr. Bon, alors je reste un peu sur... Oui, voilà. Pour l'instant, ce que je voudrais juste, c'est que vous me disiez à quel point vous êtes allé dans la recherche, parce que vous dites que vous avez tout observé, tout essayé, vous avez lu tous les auteurs. Il y a quelque chose d'archéologique là-dedans. C'est un film historique au sens propre qu'a fait Jacques Doyon. Oui, c'est un film historique. C'est tout ce qui est dans le film est vrai. Toutes les phrases prononcées sont des phrases qui ont été écrites par Doyon au plus près des informations et du reportage de l'époque de ce qu'était Rodin. Et
c'est en lisant le livre de Maria Rilke, c'est en lisant le testament que Rodin a laissé avant de mourir sur le travail, que d'ailleurs j'ai très envie de vous lire, c'est sur toutes ces choses-là que j'ai essayé de me faire une idée, un fantasme, un peu comme, comme à la radio. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'image, il y a le son, là il n'y a pas l'image, il y avait la lecture, et j'ai essayé de m'inventer ce Rodin et d'aller le plus près possible, le vivre, être lui, l'incarner, être possédé par lui. Je pense que vous avez eu votre dose de frustration pour cet après-midi, donc puisque vous voulez nous lire ce testament de Rodin, évidemment vous nous le lirez tout à l'heure. Si vous voulez, on finira l'émission comme ça, avec plaisir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Un extrait de la bande originale du film Camille Claudel à l'instant sur Europe 1, un film avec Isabelle Adjani bien sûr. On parle d'Auguste Rodin cet après-midi si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 avec celui qui est Rodin au cinéma à partir du 24 mai. Ce film de Jacques Doyon, il est à voir bien sûr, c'est un film européen dans la sélection officielle du 70e Festival de Cannes et Rodin dans ce film, c'est Vincent Lindon. Oui, et Isia Higelin qui joue votre Camille, si je puis dire, donne à voir une personnalité très différente de celle qu'avait proposé Isabelle Adjani dans le film de Nuitaine. On a l'impression d'une relation moins chaotique, plus apaisée, plus constructive dans votre film. Alors, en fait, elle est aussi chaotique. C'était une relation extrêmement chaotique, mais pas hystérique. Voilà, c'est ça. Or, au cinéma, c'est vrai que c'est toujours plus simple et plus aisé de montrer des crises de nerfs, des statues qui volent, des hurlements, des départs en fanfare. C'est vrai que c'est des raccourcis formidables pour montrer à quel point deux personnes ne s'entendent pas, pour montrer ce que c'est qu'une scène de ménage, pour montrer combien il y en avait. Ou s'entendent dans le conflit. Mais elles étaient extrêmement chaotiques, mais pas au début de leur vie. Ils se sont d'abord énormément aimés, ces deux-là. De ce que j'ai lu, Rodin a été vraiment bouleversé par Camille. Il fut un temps, quand ils allaient ensemble au château de Lillette, où ils travaillaient ensemble, il était prêt à n'importe quoi pour elle. Et il avait jamais le temps pour personne, sauf pour elle. Notamment une formidable lettre de Camille qui dit à Rodin qu'elle est là, qu'elle attend dans la salle à manger, qu'elle dîne tous les soirs avec Madame de Courcelles. J'attends votre venue, mon bien-aimé. J'ai tellement envie de vous voir, que vous me preniez dans vos bras, que vous me caressiez, entendre votre souffle. Et virgule, et by the way, et pendant qu'on y est, pourriez-vous aller au bon marché, m'acheter un maillot bleu, comme ceci et comme cela. Et dans le film, il lui dit ça. Il lui dit, j'ai été acheter ce maillot bleu, tu aurais vu la tête des vendeuses, et tu me fais faire de ces choses. Il était prêt à n'importe quoi. Et puis, doucement, ils se sont encore plus aimés dans le travail. Parce qu'il faut de l'admiration. Il était très admiratif d'elle. Il pensait que c'était une très 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 grande artiste. Et vous l'avez dit tout à l'heure, formidablement bien. Il lui a montré où était l'or, mais l'or qu'elle trouvait, il était à elle. Il la respectait. Et néanmoins, les décennies passant, elle demeure dans l'ombre du maître. Et nous disions tout à l'heure que le musée qui va s'ouvrir, d'ailleurs non pas comme nous l'avons dit à tort à Nogent-sur-Marne, mais à Nogent-sur-Seine, le musée qui s'ouvre comme par hasard l'année du centenaire de Rodin. Donc une fois de plus, psychanalytiquement, elle est encore recouverte par l'ombre de Rodin. Ça, j'ai pas compris très bien ça. C'est vrai qu'elle aurait pu ouvrir 1 an avant ou 2 ans après. Bon, ça, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui... C'est pas parce que c'est mon centenaire que tout d'un coup, je suis pas responsable. Ah, mais je vous dis, il est là, ça fait drôle. Ah, mais il a plus la barbe déjà, donc ça aide un peu. Et après, ce qui s'est passé, c'est que c'est après, quand je crois qu'il y a un déclic artistique entre Camille Claudel et Rodin, qui est au moment où il découvre la valse. Quand il voit la valse, qui est la sublime, géniale œuvre de Camille. Une œuvre en mouvement, c'est quand même inouï. Il y a du génie. Voilà, incroyable. Là, je pense que ce jour-là, il a un vrai choc de ce que j'ai aussi lu et après pensé, parce qu'on regroupe ce qu'on lit et on s'en fait une idée. Il est partagé entre 2 sentiments. Il est encore plus amoureux d'elle, admirativement, par le travail incroyable qu'elle fait, mais son inconscient animal d'artiste lui dit attention, il faut s'en écarter. Là, on est en train il faut que je garde mon talent à moi, ma façon de faire.
y a une jalousie, il y a une enviosité sur forcément. cette œuvre-là, pas les autres. C'est-à-dire que lorsqu'elle atteint personnellement au génie, eh bien là, Madame, c'est Rodin, aurait dit Victor Hugo. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach. Merci d'être avec nous. Nous allons tout à l'heure aller ensemble au château d'Ilette. Vous parliez pendant l'interruption, là, il y a un instant, du génie même de Camille Claudel, qui présente l'inconvénient d'être un génie féminin à une époque où ça n'est pas si évident. À une époque où, en effet, il est sans doute difficile d'accoler ce nom à une personnalité féminine, mais certainement, ainsi que le disait Vincent Lindon, Rodin a identifié en Camille son alter ego d'une certaine manière, et c'est sans doute ça qui a dû être un bouleversement pour lui, de voir en cette femme. Et d'ailleurs, ils ont une trajectoire, un destin commun, parce et Camille a commencé bien plus jeune que Rodin à modeler. Vers 5-6 ans, elle commence à modeler la glaise. Elle oblige son frère à venir poser pour elle. Elle utilise le four de la cuisine pour cuire ses glaises. En même temps, oui, mais là où on n'est pas d'accord, là où on n'est pas d'accord, je pense que c'est une artiste immensément incroyable. Mais le génie, pour moi, c'est ma définition à moi, c'est le moment où on peut dire d'un artiste, il y avait avant lui et il y aura après lui. On ne peut pas dire que la sculpture a changé quand Camille est arrivée. Après Camille Claudel, elle ne bouleverse pas la sculpture. Rodin, avec le Balzac, c'est la naissance de la sculpture moderne. On ne peut plus sculpter pareil. Ce qui n'enlève aucun mérite à Camille Claudel. Il peut y avoir d'immenses talents et oui, vous voyez comme quoi, d'immenses talents et de petits génies. Bon là, il se trouve qu'en plus avec Rodin, c'est un grand génie dont nous parlons. D'ailleurs, si vous voulez bien, dans un instant, nous allons voir ces grandes œuvres et nous allons essayer de faire partager à nos auditeurs l'émotion de quelques-uns des chefs-d'œuvre du maître. Oui. Mais juste en même temps, là aussi où je vous donne raison, c'est que si Rodin s'intéresse autant à elle, c'est parce qu'elle mérite d'être aimée par lui et qu'il est fier qu'elle l'aime et aux yeux de tout le monde. Donc, il a quand même choisi une artiste dont il voit l'immensité. Et quand il voit cette valse, là, il se dit, c'est vraiment, j'ai été rejoint. Momentanément, mais rejoint quand même. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire d'Auguste Rodin avec Clémentine Portier-Kaltenbach qui, à partir de 15h, va vous faire visiter le château d'Ilette et ses environs. Et puis, bien sûr, Rodin lui-même, Vincent Lindon est avec nous. Il est également à l'affiche du film de Jacques Doyon, Rodin, que vous allez pouvoir découvrir au cinéma le 24 mai prochain. Et que le jury du Festival de Cannes va aussi pouvoir primer, nous l'espérons. Il est en ardemment. compétition, ce film. Un certain nombre des œuvres du maître, bien sûr. J'ai parlé de l'Âge d'airain tout à l'heure parce que c'est la première, évidemment. Oui, c'est la première œuvre où sa vie est incroyable. Il a raté 3 fois les Beaux-Arts. Cézanne 2 fois. Et donc la vie de Rodin, si on Ils l'a fait pas dans les cadres en fait. Hein. Ah non, mais c'est comme si on faisait dans les journaux, vous savez, quand on marque genre quelqu'un en 8 dates. Voilà. Bon, et ben Rodin, c'est 3 refus aux Beaux-Arts. Ensuite, il naît sur un scandale parce que en effet, l'Âge d'airain, on l'a accusé d'avoir moulé directement sur le corps de son modèle. Et c'est pour ça qu'après toutes ces œuvres, le penseur, c'est grand comme ça. Oui, c'est ça plus mesure, petit, volontairement. Mais volontairement, ça mesure, je sais pas exactement, mais entre 90 cm et 1 mètre. C'est quasiment comme un cri, comme une colère pour dire aux gens, et là, alors j'ai moulé sur quoi là? Ça a déclenché des choses incroyables. Le baiser, c'est extrêmement petit. Toutes ces œuvres, évidemment, sortent de La Porte de l'Enfer. En fait, La Porte de l'Enfer, c'est l'œuvre totale. Mais oui, en fait, il fait sa carrière tout de suite. C'est ça. Il fait La Porte de l'Enfer et après, un peu comme les chanteurs qui feraient un album et après ils sortent des singles. Vous savez, il sort des singles. C'est d'abord il extrait de La Porte de l'Enfer un certain nombre de matrices auxquelles il va ensuite donner une indépendance et une vie particulière. Exactement. Et qui certaines vont être évidemment agrandies à échelle beaucoup plus grande par les praticiens, en marbre, en bronze. Le baiser, le penseur, on connaît ça évidemment, des œuvres qui sont maintenant, qui sont devenues des icônes mondiales, au point même qu'on en soit fatigué si on ne les regarde pas de près et attentivement. Exactement. Parce qu'a priori, comme ça, vu de loin dans le brouillard, on se dit, oh mon Dieu, ça y est encore. Et revoilà le penseur. Mais quand on regardez-le, le penseur, vous verrez. Là, vous changerez totalement d'avis. Je suis complètement d'accord avec vous. Et il y a une œuvre dont il faut qu'on parle. Et d'ailleurs,
sur laquelle vous avez tout particulièrement travaillé, c'est la célèbre statue de Balzac. Un génie rendant hommage à un autre génie. Assez extraordinaire, ça. Parce qu'on peut dire qu'il y a un avant Balzac et un après Balzac, comme il y a un avant Rodin et un après Rodin. Ah oui, il y a un avant Balzac et un après Balzac, et il y a même le fait que quand il a fait Balzac, après pour Brancusi et pour beaucoup de sculpteurs, il est le départ de la sculpture moderne, ce Balzac. Bien sûr. Ce qui est incroyable avec ce Balzac, c'est que l'Académie, il fait un Balzac, donc... Commandé par l'Institut au départ. Commandé par l'Institut, mais il le fait sur plusieurs personnes. Il a un estager, un paysan qui voit au Château Lillette, qui a les cheveux un peu longs, moustachu avec un gros ventre. Alors, c'est un mélange de ça, d'une femme enceinte. Enfin, tout ça fait qu'il arrive à un Balzac, au bout de 1 an et demi, 2 ans, une sorte de bonhomme avec un ventre extrêmement proéminent. Donc d'ailleurs, il dit à Camille, qui lui demande pourquoi il a un ventre aussi grand et une césarienne, parce qu'en fait, il y a un pli ici qu'il a fait parce qu'il a laissé une imperfection, et il lui répond, mais Balzac a tout de même 2500 personnages dans le ventre. Et l'Académie Gestation magnifique. Gestation magnifique. Et l'Académie vient voir ce Balzac et dit au maître, à Rodin, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On ne représente pas un génie, un auteur comme ça, avec un ventre ventripotent, des testicules proéminentes. Couvrez-moi ce Balzac. On ne le prendra pas. On vous a fait une commande sérieuse. Et là, c'est cette célèbre phrase que Rodin aurait prononcée, et il est sorti de ses gonds et il leur a dit: ah, si vous le vouliez avec un encrier dans une main et une plume dans l'autre, ça, les encriers, je sais faire. Parce qu'à l'époque, un auteur, c'était, et ce qu'on voit dans Paris, dans les capitales du monde, c'est assis sur un trône, avec une sorte de pupitre, des cheveux comme ça, un peu comme une c'est le modèle Houdon, hein, voilà. C'est le Voltaire, avec Diderot, un encrier et une plume. Et là, tout d'un coup, il fait ce génie qui toise le monde d'un air un tout petit peu narquois. Et qui paraît surgir de on ne sait où, de la nature, de la terre, hein, c'est ça. Ouais. C'est une vague pour le coup. C'est une vague créatrice, ce Balzac, dont vous avez copié d'ailleurs un petit morceau, si j'ai bien compris. Vous vous êtes escrimé. Quand vous travailliez, donc, à quoi travaillez-vous ? J'ai travaillé dans le film, j'ai sculpté. Non, mais vous par ailleurs, oui. Ah non, moi par ailleurs, j'ai fait moi pour apprendre la sculpture, je me suis attelé au pied du Laocoon. Ah oui. Qui est un. Ah non, mais alors pied... c'est la grande sculpture classique pour le coup. C'est la grande sculpture classique, mais il faut passer par les gammes et par le titan classique. Qui se débat avec le serpent, là. Hein, exactement. Mais vous me demandiez. Après, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait autant de force dans le pétrissement et la sculpture de Rodin ? En fait, il était extrêmement doué classiquement. Il connaissait très très bien ses bases. Et c'est après que il a même de temps en temps trouvé ses œuvres trop parfaites et il les a imperfectionnées lui-même. Il a rajouté des petites boulettes comme si par-ci par-là, en les laissant sécher, ou des linges qu'il a posés sur des statues, et le lendemain, il y avait 1 ou 2 plis des linges, et c'est resté quasiment sa marque de fabrique, une certaine parfaite imperfection. Jeunes gens qui voulaient être les officiants de la beauté, c'est le testament à la jeunesse, à ses successeurs du grand Rodin, et c'est dans la voix de Vincent Lindon, maintenant sur Europe 1, à 14h57. Alors oui, je vais lire le testament artistique dicté par Auguste Rodin à Paul Xel en 1911, en précisant bien qu'il lui a demandé de le publier après sa mort. Tout est beau pour l'artiste, car en tout être et en toute chose, son regard pénétrant découvre le caractère, c'est-à-dire la vérité intérieure qui transparaît sous la forme. Travaillez avec acharnement, exercez-vous sans relâche. Il faut vous rompre au métier. L'art n'est que sentiment, mais sans la science des volumes, des proportions, des couleurs, sans l'adresse de la main, le sentiment le plus vif est paralysé. L'art ne commence qu'avec la vérité intérieure. Que toutes vos formes, toutes vos couleurs traduisent des sentiments. Soyez profondément, farouchement véridiques. N'hésitez jamais à exprimer ce que vous sentez, même quand vous vous trouvez en opposition avec les idées reçues. Peut-être ne serez-vous pas compris tout d'abord. Mais votre isolement sera de courte durée. Des amis viendront bientôt à vous. Car ce qui est profondément vrai pour un homme l'est pour tous. Le grand point est d'être ému, d'aimer, d'espérer, de frémir, de vivre. Être homme avant d'être artiste. Aimez profondément, passionnément votre mission. Il n'en est pas de plus belle. Elle est beaucoup plus haute que le vulgaire ne le croit. L'artiste donne un grand exemple. L'art est encore une magnifique leçon de sincérité. Le véritable artiste
exprime toujours ce qu'il pense, au risque de bousculer tous les préjugés établis. Auguste Rodin. Et il ajoutait, il disait, ce Rodin, aimez dévotement les artistes, les maîtres qui vous précédèrent, et gardez-vous cependant d'imiter vos aînés. Ce sont autant de conseils qu'on pourrait appliquer à n'importe quelle discipline, somme toute, pas seulement à la sculpture, bien sûr. N'importe qui. Ce sont des leçons de vie qui nous donnent, en fait. Oui, je suis complètement d'accord. Le mot testament, là, n'est pas trop fort. D'habitude, lorsqu'on vient parler d'un film, comme le film est terminé depuis longtemps, parce qu'il y a eu toute la période du montage, etc., on a presque oublié ce dont on parle. On voit que vous êtes encore totalement habité par le personnage de Rodin, Vincent Lindon. Vous pensez que vous allez pouvoir passer à autre chose après ? Oui, je suis passé à autre chose. Mais, mais il m'a passionné parce que Rodin m'a passionné, c'est probablement un de mes plus grands voyages interprétationniste, enfin si on peut appeler ça comme ça, mais en apprenant et en voulant tourner autour de Rodin, on passe à travers Monet et le président Félix Faure et Octave Mirbeau, Manet, Clémenceau, Zola, et donc je me suis en fait énormément pas cultivé, mais j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont passionné. Toute l'histoire de la belle époque en quelque sorte. Exactement. Dans ce film de Jacques Doyon. Il y a un art de vivre. Vous incarnez Rodin et c'est en sélection officielle, bien sûr, pour le 70e Festival de Cannes. Restez avec nous si vous voulez, Vincent Lindon. Vous savez que vous êtes le bienvenu, mais la parole n'est plus tout à fait à vous dans la demi-heure qui vient. Vous écoutez Europe 1, très bel après-midi, il est 15h. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 depuis 14h. Nous sommes au cœur de la vie d'Auguste Rodin avec Vincent Lindon. Et Vincent Lindon, nous sommes très heureux de vous accueillir dans la Ferrand-Mobile, la traditionnelle Ferrand-Mobile qui va nous emmener au château d'Ilette, le château des amours de Camille Claudel et d'Auguste Rodin. Et cette visite, nous allons la faire avec notre guide cet après-midi, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach avec Vincent Lindon. Je vous laisse le volant, si vous voulez, Vincent Lindon. Vous avez tourné à Meudon, le film en grande partie quand même, là, il faut dire. Hein. Oui, toute la partie privée, quand à un moment, le film est en deux parties. Il y a une première partie où il y a Camille Claudel, la deuxième partie où il y a beaucoup Rose Beuret. Et ça s'est passé à Meudon. J'ai tourné même dans la chambre de Rodin, dans la salle à manger de Rodin, dans le salon de Rodin. Et moi qui suis pas vraiment fétichiste, enfin c'est pas rien parce qu'il y a ça plein... aide quand même, forcément ça aide. Oui, ça aide, mais surtout c'est surtout pendant les heures où on ne tourne pas, les heures où l'équipe allait à la cantine, des choses comme ça. Il y a des endroits très précis, par exemple un dessous d'escalier où il y a une marche qui reste vraiment intacte de l'époque, ou un rebord de fenêtre où vraiment j'ai été poser ma main et je me suis dit, Rodin l'a touché. Mais cette chose-là, ça n'a pas été lavé, c'est des choses qu'on ne brosse pas, qu'on ne lessive pas. Donc ça, c'est impressionnant, des bouts de jardin, des tout petits bouts de jardin. Vous savez, il y a une personne dans ce studio qui comprend mieux que quiconque ce que vous êtes en train de dire, puisqu'elle est littéralement fétichiste de l'objet et du lieu. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Vous en avez touché des choses, vous, dans votre vie. Oui, parce que nous nous sommes livrés depuis quelques années avec Franck et d'autres amis historiens à une compétition un peu fétichiste. En effet, c'est à celui qui touchera la chose la plus étonnante, l'objet le plus incroyable. Alors évidemment, un Stéphane Bern est toujours aux avant-postes pour pouvoir avoir en main des choses ahurissantes comme la bonbonnière de Sissi à Schönbrunn. Mais enfin, moi j'ai eu en main ce moment, il y a un pantalon de Napoléon Ier, il y a le crâne de Saint-Louis là. Alors son cœur, enfin un certain nombre de reliques étonnantes. Et si vous alliez, Vincent Lindon, un jour à ce musée de Châteauroux où est exposée cette œuvre magistrale de Camille Claudel, le Sakuntala, vous auriez l'occasion d'y admirer le reliquaire de Vivant Lenon qui comporte des cheveux de Napoléon, de la barbe d'Henri IV, une dent de Voltaire, des cheveux de Molière. La dent de Voltaire est très spectaculaire.
spectaculaire. C'est très spectaculaire, mais je vois que vous avez, et je le comprends totalement, évidemment Franck aussi, cette capacité à voyager à partir d'un objet, à partir d'un souvenir. Et c'est une émotion, mais tout le monde ne le comprend pas, ça peut paraître un peu poussiéreux, mais oui, en plus ces maisons de grands hommes sont souvent restées dans leur jus, et donc la transposition est d'autant plus facile. Les choses les plus sublimes sont celles qui, vues de l'extérieur ou de loin, paraissent parfois le plus ridicules d'une certaine manière. Emmenez-nous donc au château d'Ilette. Au château d'Ilette, on est accueilli par Balzac, dont vous n'avez cessé de parler jusqu'à présent, parce que c'est là qu'il a été modelé par Rodin, et pendant que Camille, elle, travaillait sur le buste de sa petite châtelaine, pour lequel elle a fait poser Madeleine Boyer, la petite fille des propriétaires de l'époque. Et ce château d'Ilette, il est extrêmement joli, il ressemble énormément à Azay-le-Rideau. Il est un peu négligé parce qu'il est protégé de la route par de grands arbres. Et donc, comme le château d'Azay-le-Rideau, qui est la curiosité majeure de cette zone, eh bien, on va y venir puisque nous allons y aller, pas en ferrant mobile. Je vous propose de ramer un peu, Franck. Oui, ça vous ferait le plus grand bien et à moi également. Bon. Donc, allons-y par voie d'eau, si vous le voulez bien. Et il est très charmant. Il est très proche du château d'Azay parce d'abord, il est contemporain. Il a été achevé en 1530. Azay-le-Rideau, c'est 1510, 1525. Et puis, on retrouve la même proportion des fenêtres à meneaux, le même double corps de moulure entre deux étages. On dit que c'est la même équipe qui a travaillé sur les... Absolument, c'est pourquoi vraiment les deux châteaux sont jumeaux. Et alors, en effet, Vincent Lindon citait tout à l'heure Camille écrivant à Rodin en lui disant combien elle se sentait bien là-bas. Vous ne pouvez vous figurer comme il fait bon à l'Ilette. Je me suis promené dans le parc, tout est tondu, foin, blé, avoine. On peut faire le tour partout, c'est charmant. Si vous êtes gentil à tenir votre promesse, nous connaîtrons le paradis. Je vous embrasse, Camille. Et elle ajoute en post-scriptum, surtout, ne me trompez plus. Lettre alors là, vers paradis. C'est sublime. Vers paradis des amours entre Rodin et Camille Claudel, mais malheureusement avec déjà là, en gestation et de façon embryonnaire, la crise qui ne manquera pas de se nouer par la suite. Et Rodin travaille à ce moment-là, lui, au Balzac. Il travaille à son Balzac. J'ai dit que le Balzac avait été commandé par l'Institut, c'est la SGDL en fait. Je n'ai pas osé vous reprendre, en effet, c'est la Société des gens de lettres qui a commandé ce Balzac et qui à la suite d'une visite d'inspection, l'a considéré comme une masse informe. Et j'y pensais tout à l'heure, parce que une chose sans nom, un colossal... sur ses pattes de derrière. Alors ça, c'est encore gentil, parce qu'un colossal fœtus, ça, pour le coup, c'est vraiment méchant. Mais enfin, ce Balzac nous donne... En même temps, moi, je trouve qu'il y a, alors pardon, mais derrière l'insulte, il y a une forme de vérité sous-jacente, puisque l'œuvre que donne à voir Rodin à travers ce Balzac, c'est bien une œuvre en composition, en gestation. Il y a quelque chose de fœtal, d'une certaine manière, dans cette matière qui évolue vers la vie et vers une sorte d'accomplissement. C'est une œuvre vivante, en quelque sorte. C'est ce que ne pouvaient pas accepter, évidemment, les esprits de l'époque. Il y a une force brute incroyable et comment camper Balzac autrement que comme cet ogre dévorateur. C'est un petit peu comme un Alexandre Dumas. C'est ces hommes qui ont vraiment dévoré la vie et comme même un François Ier que vous n'aimez pas. Monsieur Balzac, si on ne dit pas, on dit à quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne sait pas que c'est Balzac, on lui demande qu'est-ce que représente ce personnage, au moins 7 ou 8 personnes sur 10 diraient c'est un empereur, c'est un grand chef de guerre, c'est quelqu'un qui a vécu autant de grande nature, c'est Vercingétorix, enfin c'est incroyable, alors que Balzac était un homme fort, mais courbé, et là en robe de chambre tout le temps. Il l'étire. Il l'a redressé. Ouais, voilà. C'est incroyable. Il le cambre d'une certaine manière. Alors, tout près de là se trouve la fameuse maison de Saché, dont nous avons d'ailleurs parlé l'année dernière, qui était le domaine où vivait Balzac. Nous avons fait une émission, nous avons consacré une émission à Saché il y a quelques, je sais pas, moins d'un an de ça. Oui, il y a quelques mois. Parce qu'il faut dire que la maison de Saché a été entièrement remeublée, et bien sûr, à côté se trouve le frère, sinon jumeau, mais le frère de ce château d'Ilette, qui est le château d'Azay-le-Rideau, entièrement remeublé par le mobilier national également. C'est vraiment le moment d'y aller. Eh ben, on va y aller dans un instant, si vous voulez bien. Europe 1, au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h30 au cœur de l'histoire d'Auguste Rodin et nous nous baladons à la découverte du château d'Ilette, de sa région, d'Azay-le-Rideau, le lieu qui abrita les amours de Camille Claudel et d'Auguste Rodin avec Vincent Lindon, qui interprète Auguste Rodin dans le film de Jacques Doyon, Rodin, qui sortira le 24 mai prochain, un film européen, et notre guide Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors évidemment Clémentine, nous sommes dans la région de Balzac, ça tombe bien. Nous ne parlons pas de Saché parce qu'on lui avait consacré une émission entière, mais bien d'Azay-le-Rideau, demeure du temps de François Ier, fortement remanié au XIXe siècle et qui est aujourd'hui un des châteaux majeurs parmi les châteaux de la Loire. C'est un fleuron de la Renaissance française qu'aimait beaucoup Balzac, qui le qualifiait de diamant taillé à facettes serties par l'Indre. Et en effet, c'est le miracle d'Azay-le-Rideau, c'est d'avoir choisi pour créer d'abord une forteresse médiévale, parce que ça a été une forteresse avant d'être cette jolie bâtisse qu'on voit de nos jours. Eh bien, c'est très étrange parce que nos aïeux, quand ils voulaient construire une forteresse médiévale, ils prenaient une éminence dominant une vallée, un éperon rocheux comme au fort de Joux, naturellement. Et là, on est juste sur la rivière. Eh bien, moi, je suis persuadée que les bâtisseurs d'Azay-le-Rideau ont été éblouis par la beauté du site et ils ont voulu créer ce vaisseau de pierre qui s'avance sur l'eau avec cette retenue qui permet à l'eau de faire office de miroir et l'édifice tout entier s'y reflète. Et voilà, c'est ça le miracle, le secret d'Azay-le-Rideau, c'est cette harmonie extraordinaire entre l'eau, la pierre, la lumière et l'eau. Et quand faites-moi songer à l'avenir à inviter un grand comédien en même temps que vous, parce que ça vous donne beaucoup d'inspiration. Mais je vire facilement au lyrisme, je reconnais quand je parle de ce que j'aime. Et Azay-le-Rideau, naturellement, c'est merveilleux. Alors, il y a eu des hôtes incroyables à Azay-le-Rideau, bien entendu. Il y a eu, évidemment, François Ier y a très peu résidé, mais il est présent partout, parce que son emblème est partout sur la pierre. La salamandre, son emblème, et la blanche hermine, emblème de Claude de France, son épouse. Il y a eu Louis XIII a passé une nuit au château, et puis ensuite il a été pendant très longtemps la propriété des Vassé. Vassé, c'était son impertinence. Vassé, c'était un amant de Madame de Sévigné qui avait été exilé dans cette région parce qu'on l'avait trouvé un petit peu trop irrespectueux à la cour. Et par la suite, eh bien, le château est passé de main en main. Il a été racheté par l'État en 1905 et en 1914, il a été classé monument historique, ce qui nous vaut à nous le plaisir de pouvoir le visiter. Et surtout, si vous voulez, bien sûr, il faut y aller en ce moment parce tout a été refait, repensé, la toiture, les jardins, les pièces du château, mais surtout, lorsqu'on y est par beau temps, avec un peu de chance, on voit le soleil qui perce à travers les vitraux et qui donne aux solives des plafonds à caissons des reflets absolument miroitants et chatoyants comme des vagues de lumière. Et c'est beau. Alors, Azay-le-Rideau, étape absolument indispensable après le château d'Ilette. Oui, alors pour tout vous dire, et ça va vous faire rire ça, parce que vous allez dire, ça y est, on le reconnaît bien là, je me rappelle avoir écrit une page sanglante sur le livre d'or d'Azay-le-Rideau il y a une quinzaine d'années, parce que c'était devenu objectivement un peu n'importe quoi. La maison était très mal présentée, avec des éclairages affreux, avec des meubles ridicules. Et là, tout ça a été complètement remanié. On peut dire qu'aujourd'hui, la maison est presque habitable, elle est belle. Mais il est vrai qu'il y a eu quand même un progrès dans la présentation de ces châteaux publics, qui jusqu'à présent était plutôt l'apanage des demeures privées. Prenez Chenonceau, visitez Chenonceau, voir le petit cabinet de Catherine de Médicis qui donne sur le Cher et qui est tendu de velours vert fougère. Et au milieu, dans un rafraîchissoir, il y a des hortensias roses et mauves. Mais c'est beau. Et alors on voudrait là pouvoir sculpter, peindre, enfin... Vraiment, c'est devenu, il y a eu un gros progrès dans la muséographie, dans l'exposition et le c'est soin. passionnant, hein. Moi, vous écoutez, c'est passionnant. Et le faire, c'est passionnant. On m'avait un jour, j'ai eu la chance et le privilège de visiter le Versailles secret. Oui. Mais c'est incroyable, rentrer... Le vrai Versailles, si on peut dire. Le vrai Versailles. Oui. Rentrer, ne serait-ce que dans le cabinet de toilette de Louis XV. Tout en velours rouge et de Louis XIV, mais c'est des pièces avec vraiment comme dans les films, quasiment avec des bibliothèques qu'on pousse et il y a des escaliers secrets. C'est incroyable, c'est magnifique. Des petites rotondes où tout d'un coup, c'est là où les femmes, une petite tourelle qui donne sur le parc de Versailles où la reine se poudrait, où il y a encore des vestiges. C'est incroyable. Ne dites pas ça à Franck qui connaît Versailles absolument comme sa poche. Et vous savez que notre maître, à tous les deux, Gosselin Le Nôtre, historien mort dans les années 30,
il aimait tant Versailles, il connaissait Versailles à fond, absolument par cœur. Il y a été à pied depuis Paris pour pouvoir jouir pendant les 20 km de marche à pied du plaisir de l'attente que constituait la découverte. En attendant de retourner à Versailles, visitons donc Azel Rideau. D'ailleurs, on me signale que on peut visiter le parc du château gratuitement du 19 juin au 6 juillet. C'est la phase finale du grand chantier de restauration. Le château sera fermé pendant cette période pour la fin des travaux et rouvrira. Alors là, quand je dis au grand public, aux foules, parce qu'il faut imaginer ce que sont les foules touristiques de l'été dans le Val-de-Loire, rouvrira le 7 juillet. J'ai aussi entre les mains une page qui avait été réalisée par le Figaroscope du 22 mars, donc ça fait un petit moment maintenant, sur les traces de Rodin dans la capitale. Et on se rend compte, Vincent Lindon, de l'incroyable empreinte qu'a laissé Rodin. Il n'y a quasiment pas un arrondissement qui soit épargné, si je puis dire, par les traces du maître. Alors il y a bien sûr des versions bronze d'un certain nombre de ces statues, hein, le penseur, le baiser, etc. Le monument de Balzac, n'en parlons pas, au carrefour Vavin, bien sûr, dans le 14e arrondissement, mais aussi des choses un peu moins connues. Le monument à Victor Hugo, par exemple, qui se trouve donc au croisement des avenues Victor Hugo et Henri Martin. Le médaillon du monument à Stendhal, œuvre un peu plus œuvre de jeunesse, si l'on peut dire. C'est étonnant de voir que Rodin, après avoir été mal accepté, fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Il a changé un peu notre perception, notre façon de vivre et de voir les choses. Il a connu vraiment, mais alors le plus bas et le plus haut, et jusqu'à tel point qu'il a été question pour ses obsèques qu'il ait droit à des obsèques nationales. Et c'est à cause de la guerre 14-18 que finalement ils y ont renoncé. Mais son nom a été vraiment mis en question. Il est mort en pleine guerre, il faut dire. Guerre, évidemment. 17 novembre 1917. Nous reviendrons peut-être d'ailleurs sur Rodin, nous en dirons un mot au moment de l'anniversaire précis de ce centenaire. Nous allons continuer de parler de Rodin dans un instant. Nous n'aurons pas les bons plans de Lorena Martin pour une fois, mais vous les retrouvez sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup Clémentine. On vous retrouve, vous, dans Femme Actuelle Jeu. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1.fr. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes jusqu'à 15h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire d'Auguste Rodin, avec Vincent Lindon, qui interprète Auguste Rodin dans le film Rodin de Jacques Doyon, à voir le 24 mai, à partir du 24 mai au cinéma. Et vient de nous rejoindre Édouard Vigneault, il est historien d'art et artiste. Il présente le livre Une pensée pour Rodin, préfacé par Catherine Chevillot. D'hier à aujourd'hui, ses admirateurs lui rendent hommage dans ce livre. Bonjour Édouard Vigneault. Bonjour. Alors, il y a deux types de personnalités qui rendent hommage à Rodin dans ce somptueux album que vous présidez, si je puis dire. Bien sûr, un certain nombre de personnalités actuelles, Marine Karmitz, Julien Clerc, Diana Widmeyer-Picasso et François Berléand et j'en passe. 33 ils sont. 33. Et puis aussi un certain nombre de grandes figures qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu à s'exprimer sur le génie de Rodin et sur ses œuvres. Je pense à Georges Clemenceau, je pense à Jules Renard, etc. Des grands contemporains. Ils sont, comme vous le dites, nombreux. Faire un choix était très délicat, même parmi nos contemporains, évidemment, puisqu'il fallait s'arrêter à 200 pages, donc on était limité. C'est un ouvrage, en fait, qui, comme son nom l'indique, une pensée, nous parle de Rodin, mais aussi de ce qu'il y avait autour de Rodin, ses amis proches, dans sa production également. Et c'est un livre qu'il ne faut pas prendre comme un livre d'érudits. C'était pas du tout le cas. Beaucoup de gens que j'avais côtoyés, de personnalités, de célébrités que je suis allé voir, ont confondu un texte sur Rodin très précis. Certains m'ont dit, mais vous savez, je ne suis pas spécialiste de Rodin, mais c'est justement parce que vous n'êtes pas spécialiste que vous m'intéressez. Ce qui m'intéressait, c'est aimez-vous ou pas Rodin. Et le meilleur exemple, ce fut Guillaume Gallienne, puisque Guillaume, je suis allé le voir et je lui ai dit, Rodin, tu pourrais faire quelque chose. Il m'a dit, non, je me sens pas la force, mais en revanche, Camille Claudel, oui. Et là, je lui dis, mais tu rentres parfaitement dans la ligne éditoriale du livre, parce que justement, rendre hommage à Camille Claudel... C'est la question de la confrontation au génie, hein, finalement. Nous revenons à ce que nous disions à l'instant avec Vincent Lindon. Hein, puisque il y a évidemment, dans la confrontation à certaines des œuvres de Rodin, quasiment une limite. C'est-à-dire que là, on est face à l'art. Oui, et d'ailleurs, on revient aux fondamentaux et même aux contemporains même de Rodin, où, à l'époque, il n'avait pas été compris. Il avait même été, comme disait Vincent Lindon,
traité plus bas que terre. Il lui a mis quand même, il a connu des bas et des sacrés bas. Et puis son enfance le prouve aussi, d'où il venait. À partir de la petite école, au moment où il a découvert qui était Rodin, via Michel-Ange, un autre sculpteur. Donc voilà, ce qui était intéressant, c'était justement de donner la parole à des amoureux, avant tout de l'œuvre de Rodin. Y compris à certains amoureux précoces. Je cite en l'occurrence Jules Renard. C'est difficilement que je me détache de tout ça, écrit-il. Une vieille femme en bronze qui est une chose horriblement belle, avec ses seins plats, son ventre crevassé et sa tête belle encore, puis des enlacements de corps, des nouements de bras et le péché originel. Cette femme cramponnant Adam, le tirant à elle par tout son bras, et le satyre étripant une femme entre ses bras, une de ses mains entre ses cuisses, ces oppositions de mollets d'homme et de jambes de femme. Seigneur, faites que j'ai la force d'admirer toutes ces choses. J'ai envie de vous dire, comme vous la lisez, cette lettre, Monsieur Rostand, et vous citez Jules Renard, qui était un dans grand amateur. Voilà. Non, mais Jules Renard, principalement, ce qui est touchant, moi, ce que je retiens, c'est que c'est un amateur, évidemment. On sait qu'il a fait faire son ex-libris par Toulouse-Lautrec. Si vous avez la chance de trouver un livre avec un petit renard bleu, gardez-le précieusement, parce que c'est un ouvrage qui vaut le détour. Chacun parmi ceux qui vivent encore y est allé de son hommage, y compris vous d'ailleurs. J'ai tenté la chose. Qu'est-ce que vous avez voulu faire expliquer, cette œuvre contemporaine ? C'est très complexe en fait. Ça part beaucoup du postulat. Enfin, je travaille à partir d'œuvres de ma propre collection. Et là, en l'occurrence, il s'agissait de tirages des années 20 de chez Brown, qui représentaient des photos de Rodin, d'œuvres de Rodin. Et j'ai acheté en vente en fait deux tirages par Bulloz des années 1915, contresignés par Rodin lui-même. Et ce qui était intéressant, c'est que sur une des photos qui ressemblait étrangement à un amalgame de chewing-gum un peu vieilli, on ne lisait pas Rodin, mais Radin. Du coup, m'est venue par jeu presque surréaliste et dadaïste l'idée de tirage et fonte à la gomme. Et comme vous le savez, Rodin a été imité, copié et pas forcément de manière excellente, aux États-Unis principalement. Et donc on trouve ces tirages de mauvaise qualité. Et m'est venue l'idée de détourner et de créer comme ça, à partir d'un achat fait sur Internet, une petite résine, de le recouvrir entièrement de chewing-gum, de resigner Radin et de faire des tirages et de recouvrir avec un chewing-gum qui porte un nom américain en mettant Made in Hollywood. Donc c'était une espèce de pensée transversale sur une dénonciation d'un fait bien connu touchant une forme de marketing ou de merchandising Rodin. Au gré de vos pages que évidemment Rodin inspire les uns, n'inspire pas d'autres, entre nous soit dit. Oui. Bourdelle, Brancusi se sont eux inspirés directement. Complètement. Et puis ils ont été très 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 proches d'une certaine manière. En ce qui concerne Bourdelle, était un de ses praticiens, au même titre que Pompon, qui le secondait dans l'art de faire le marbre, puisque la complexité en fait de l'œuvre de Rodin, et on le sait bien. Et c'est ce qui me fait d'abord apprécier avant tout le plâtre, plus que ces marbres, c'est qu'il pouvait parfois dans ses petits abattis le tenir entre ses mains, sans doute l'avez-vous évoqué. Merci beaucoup Édouard Vigneault. Catherine Chevillot, la directrice du musée Rodin, a préfacé donc cette pensée pour Rodin, coéditée par le musée lui-même et par les éditions Place des Victoires. Et voici Alessandra Sublet. Bonjour Alessandra. Bonjour Franck Ferrand. Émission passionnante. Merci beaucoup. Vraiment. La Cour des Grands arrive tout de suite. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Je vous embrasse ainsi qu'Anissa. Merci. Gros bisous Alessandra. Nous nous retrouvons demain Anissa. Demain, je vous rappelle que le film Rodin de Jacques Doyon, il est à voir au cinéma à partir du 24 mai. C'est un film européen et il est en compétition dans la sélection officielle du 70e Festival de Cannes avec bien sûr Vincent Lindon qui interprète Rodin et Isia Higelin. Demain, nous nous retrouvons à 14h pour parler de la résistance de Bitch face aux Prussiens. Bel après-midi sur Europe 1.